Le cosmodrome de Baïkonour. Le lancement de cette fusée est aussi le coup d'envoi de l'un des programmes phares de l'aérospatiale européenne, la mission ExoMars. Avec ce projet de plusieurs milliards d'euros, l'Europe espère écrire une nouvelle page de la conquête spatiale. J'étais derrière mon poste de télé quand Neil Armstrong a marché sur la Lune. Donc je me suis retrouvé un jour dans les activités spatiales et les opérations. Et comme Obélix est tombé dans la marmite de la potion magique, moi je suis tombé dans les opérations et j'ai beaucoup aimé ça et j'y suis resté. Et ça fait 24 ans que je fais des opérations, mais 17 que je fais des opérations liées à Mars. Pendant le lancement, on doit faire confiance à la fusée et à son étage supérieur que nous fournissent nos collègues russes. Donc le satellite, pendant cette phase, qui est effectivement très longue, n'est pas dans nos mains. Bien sûr, des choses peuvent arriver, mais on doit simplement faire confiance que plus de 10 heures après le lancement, le satellite sera dans l'espace au point où il doit aller, au point où il doit se trouver, et avec la vitesse nécessaire pour se diriger vers Mars. Nous sommes le 14 mars 2016. Un grand jour pour la mission ExoMars menée par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, en collaboration avec son homologue russe, Roscosmos. L'Europe part ainsi chercher d'éventuelles traces de vie sur Mars. La fusée transporte un satellite qui sera placé en orbite dans l'atmosphère martienne et une sonde expérimentale baptisée Schiaparelli qui aura la difficile tâche d'atterrir sur la planète rouge. La sonde sera larguée à l'approche de Mars et devra contrôler seule son atterrissage. Les informations documentant cette phase, les données télémétriques, seront transmises en continu au centre des opérations en Allemagne. Un projet ambitieux et risqué. C'est un long voyage, 500 millions de kilomètres, 7 mois, donc presque 200 jours. Et bon, il peut y avoir des petites anomalies du satellite, mais on a des procédures, on a un entraînement pour, disons, les réparer et s'en sortir. Il peut y avoir des problèmes avec l'environnement, des flammes solaires, des éjections solaires qui troublent les caméras qui se repèrent par rapport aux étoiles. Une fois en route pour Mars, nous n'aurons pas droit à l'erreur. C'est un vrai défi dans un milieu exposé à de fortes radiations et variations de température. Chaque mission met nos engins spatiaux à rude épreuve. Il est absolument impossible d'affirmer que tout fonctionnera comme prévu au cours du voyage, qui comporte inévitablement une grande part de risque. Des risques auxquels l'ESA a déjà été confrontée en 2003 lors de la mission Mars Express. Là aussi, un satellite et un atterrisseur avaient fait le voyage jusqu'à Mars. Comme son successeur Schiaparelli, l'atterrisseur devait se poser à la surface de la planète, mais tout contact a été perdu après le largage. L'engin n'a été retrouvé qu'en 2015. S'il semble bien avoir atterri en douceur, la raison exacte de son silence radio reste inconnue. L'agence n'a pu récupérer aucune donnée télémétrique sur la phase d'approche et d'atterrissage. Le satellite, lui, transmet comme prévu des images de Mars où ont été repérées de vastes étendues d'eau, un élément indispensable à la vie. Voilà pourquoi nous tenons à retourner sur Mars. C'est notre plus proche voisine et par le passé, elle a été entourée d'une vraie atmosphère. Aujourd'hui encore, elle est protégée par une fine atmosphère. Ce sont des conditions plutôt favorables à l'émergence de la vie, et cela nous intéresse. Mars a effectivement possédé une atmosphère plus dense, peut-être même propice à la vie, mais c'était il y a des milliards d'années.
La pression atmosphérique y est devenue si faible que si un astronaute s'y aventurait sans combinaison, il mourrait en quelques secondes. L'air martien se compose à 95% de dioxyde de carbone, mais on y a détecté des traces de méthane, un gaz qui, sur Terre, est sécrété par des bactéries. Serait-il aussi d'origine biologique sur Mars? Analyser ces traces de méthane, c'est la mission de la sonde orbitale baptisée TGO, pour Trace Gas Orbiter. Le TGO doit également aider à déterminer l'origine de ces ravines à flanc de montagne, qui apparaissent et disparaissent au fil des saisons. Le moment le plus délicat sera l'atterrissage de Schiaparelli. La NASA, l'agence spatiale américaine, est parvenue à plusieurs reprises à poser des sondes sur Mars, mais aussi des rovers, des robots mobiles. L'atterrissage spectaculaire de Curiosity en 2012 est encore dans les mémoires. L'atmosphère à la surface de Mars est si ténue qu'il nous a fallu utiliser des rétrofusées spécialement conçues. Pour l'atterrissage proprement dit, nous avons choisi un système de grue volante. Le module de descente est resté en suspension à plusieurs mètres du sol et a déposé le rover au sol à l'aide de câbles. Nous voulions soulever le moins de poussière possible. Grâce à ces différents rovers, la NASA a une longueur d'avance technologique sur l'aérospatiale européenne. Et elle compte aller encore plus loin en envoyant des hommes sur Mars dès 2030. For the first time since the Apollo moon landings, NASA is preparing to send astronauts beyond Earth orbit on the most ambitious adventure ever, NASA's journey to Mars. But I think NASA has been very open and clear. La NASA a toujours manifesté ouvertement son intérêt à ce que d'autres agences collaborent à son projet de voyage vers Mars. Il s'agit de trouver un compromis entre les limites technologiques, les contraintes budgétaires et le temps imparti pour avancer vers un objectif que nous avons hâte d'atteindre. Au cinéma, s'affranchir de la réalité est un jeu d'enfant. Dans Seul sur Mars, le film de science-fiction réalisé par Ridley Scott, un astronaute de la NASA est laissé pour mort sur la planète rouge. Toutefois, le scénario est au plus près des données scientifiques. Malgré les technologies avancées dont il dispose, le héros, incarné par Matt Damon, doit savoir faire preuve d'inventivité pour survivre. In the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this. Le film a fait naître un regain d'intérêt pour Mars et pour l'objectif à long terme des agences spatiales, des missions habitées sur place. Pure science-fiction? Peut-être. Toujours est-il que l'ESA étudie depuis longtemps les problèmes posés par des vols habités dans notre système solaire. Au premier rang des difficultés, la pesanteur, qui affecte la santé physiologique des astronautes. Au cours du vol aller pour Mars, qui durerait 7 mois à lui seul, les os et les muscles des astronautes s'atrophieraient, faute de gravité. Une complication déjà connue de ceux qui séjournent dans l'ISS, la Station spatiale internationale. Une étude à ce sujet est menée dans l'un des laboratoires du Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique à Cologne. La tête inclinée de 6 degrés vers le bas, les volontaires devront rester allongés pendant 60 jours. La position favorise le reflux du sang hors des jambes, simulant ainsi les effets de l'apesanteur dans l'espace. La moitié des participants est soumise à un repos total. Les examens montrent que leur masse et leur densité osseuse baissent rapidement, car l'organisme se débarrasse de tout ce qui est inutile à son fonctionnement. La perte de masse musculaire est tout aussi flagrante, en quelques jours à peine. Mais des solutions existent pour contrebalancer cet affaissement. Les astronautes en mission dans l'espace s'astreignent à 2h30 de sport chaque jour, comme ici Alexander Gerst ou Samantha Cristoforetti. C'est l'unique moyen de préserver leur système musculaire et osseux.
Toujours dans le cadre de l'étude sur les effets de l'apesanteur, les chercheurs testent une nouvelle machine. La deuxième moitié des participants prend part à des séances de sport. Ce qui manque aujourd'hui aux astronautes dans l'espace, c'est un exercice qui demande de la puissance et de l'explosivité à la fois. Les sauts permettent ce genre d'entraînement. Les sauts provoquent de légères déformations osseuses, entraînant un remodelage suffisant pour compenser la perte osseuse causée par l'apesanteur. Après 60 jours à l'horizontale, la totalité des participants à l'étude se relève pour la première fois. On nous a allongés sur une table basculante. Et sans prévenir, on nous a remis à la verticale, à 80 degrés environ. Je suis resté comme ça pendant 2 ou 3 minutes, avant qu'il m'allonge à nouveau parce que ma pression artérielle avait chuté. Tout mon sang est resté dans les jambes. Je me sentais si mal à la verticale que je n'avais qu'une envie, m'allonger de nouveau. Une sensation bien connue de tout astronaute à son retour sur Terre après plusieurs mois dans l'ISS. L'intolérance orthostatique est un problème que nous avons avec les astronautes ayant passé 6 mois dans l'espace. Même s'il n'y a pas de perte musculaire, leur système cardiovasculaire est instable. Actuellement, ce n'est pas trop problématique, parce qu'ici, dans les steppes du Kazakhstan, ils sont attendus par des médecins et des hélicoptères. Il en va autrement quand les astronautes arrivent sur Mars. Ils doivent pouvoir se mettre debout et être opérationnels. Dans le film Seul sur Mars, ces troubles physiologiques d'adaptation sont résolus grâce au vaisseau spatial, qui génère une gravité artificielle pour ses passagers. Une sorte de grande roue tourne en permanence, créant une force centrifuge qui s'apparente à la gravité naturelle sur Terre. C'est une piste également suivie par les chercheurs de Cologne, avec une autre machine capable de recréer une gravité artificielle de façon presque aussi ingénieuse que dans le film. Lors de nos tests, comme aujourd'hui, nous gardons à l'esprit qu'ils doivent être applicables pour les astronautes. Il ne faut pas oublier que sur Terre, nous pouvons nous tenir debout ou marcher sans entrave. Un astronaute en apesanteur devra se tenir à quelque chose. Il faut donc éviter qu'il y ait des câbles qui sortent de tous les côtés. Dans l'immédiat, les câbles et capteurs posés par son collègue restent indispensables par mesure de sécurité. Fréquence cardiaque, rythme respiratoire, pression artérielle, ces constantes sont monitorées en continu pendant l'entraînement dans la nouvelle machine, car les forces exercées sont telles que Timo Frett pourrait perdre connaissance. Il y a des signaux clairs nous indiquant qu'il faut interrompre le test. Des médecins sont à nos côtés pour surveiller et éviter qu'ils ne s'évanouissent. À plus tard. Tout est prêt, bon entraînement. Guido, on va prendre sa pression artérielle avant de commencer. Très bien. Quand la centrifugeuse démarre, on est pressé contre le siège et on éprouve une sorte de vertige. Une fois qu'on a atteint la vitesse voulue, que 2G s'exerce sur notre centre de gravité, on ressent une très forte pression. On est comprimé contre le siège, comme si on faisait 2 fois notre poids, avec la sensation d'avoir du mal à respirer. Faire de l'exercice en centrifugeuse au cours d'un vol habité pour Mars pourrait aider les astronautes à préserver leur système cardiovasculaire, de sorte qu'ils puissent sortir du vaisseau spatial sans s'écrouler. Tourne lentement la tête vers la gauche. Oula. Maintenant à droite. Ça va? C'est une sensation que je connais déjà, mais j'ai vraiment le vertige en faisant ça.
Ok, tu peux arrêter. On a fini. Le test est concluant. C'est un effort, mais il n'est pas non plus trop intense. Ce genre d'exercice serait adapté aux astronautes, qui pourraient même trouver ça amusant. L'ESA comme la NASA mènent différentes recherches préparant leurs astronautes à des vols habités en commun pour Mars. Mais de telles missions seraient encore extrêmement compliquées et coûteuses, et les agences spatiales n'ont toujours pas de moyens de transport appropriés. Et voilà qu'une entreprise privée s'est jointe à la course vers Mars. SpaceX, avec sa capsule Red Dragon, qui pourrait un jour assurer des vols habités aller et retour pour Mars. Un vol expérimental sans passagers est même prévu d'ici 2020. Être le premier à lancer une mission habitée pour Mars, c'est le rêve du fondateur de SpaceX, le milliardaire Elon Musk. Son entreprise officie déjà comme prestataire de la NASA, assurant les transports de fret vers l'ISS. SpaceX pourrait s'associer aux différentes agences spatiales pour des vols habités vers Mars grâce à ses fusées à la technologie unique. Le premier étage de la fusée est réutilisable. Au lieu d'être détruit dans l'espace, il peut atterrir et redécoller. C'est une technologie appelée rétropropulsion supersonique qu'Elon Musk et SpaceX ont expérimenté avec des atterrissages spectaculaires du premier étage qui revenaient sur la base de lancement. Cette technologie encore jeune va certainement évoluer et sera nécessaire pour transporter de grosses charges utiles à destination de Mars. C'est le principal avantage offert par les vaisseaux de SpaceX. Étant réutilisables, ils feront baisser le coût des vols pour Mars, d'autant plus en cas de mission habitée. Or, celles-ci ne sont envisageables que s'il est possible de les financer. De retour en Europe et à la mission ExoMars, Michel Denis, le directeur des vols, se rend au centre des opérations. Tous les espoirs de l'Europe spatiale aujourd'hui commencent à se tourner vers nous. Bien sûr, le grand jour, c'est l'arrivée à Mars, mais la première chose qui doit marcher à 100%, c'est la séparation de Schiaparelli et du TGO. Un radiotélescope installé dans la ville de Pune, en Inde, doit capter le signal émis en cas de séparation réussie et le retransmettre jusqu'en Allemagne. À 175 millions de kilomètres de la Terre, les chemins de la sonde Schiaparelli et de l'orbiteur TGO vont se séparer. La manœuvre s'effectuera en mode automatique, car envoyer un signal radio depuis la Terre prendrait presque 10 minutes, ce qui exclut un guidage en temps réel. Si le largage réussit, Schiaparelli continuera à s'approcher de Mars afin d'y atterrir, tandis que le TGO restera en orbite autour de la planète. Tout semble se passer comme prévu. Le radiotélescope de Pune retransmet le signal indiquant une séparation réussie. Soulagement général à l'ESA. Mais de courte durée. Il semble y avoir un problème. Le centre ne reçoit plus aucune télémétrie de l'orbiteur. Conviés à assister à l'événement, les journalistes sont priés de quitter les lieux. L'explication n'arrive que 30 minutes plus tard. Nous confirmons la réussite de la séparation du TGO et du module Schiaparelli. Nous avons rétabli le contact avec l'orbiteur et nous cherchons à comprendre pourquoi nous ne recevons pas ces données télémétriques. C'est tout pour l'instant. Ce serait une simple anomalie. Pas de quoi s'alarmer.
Donc on s'est réunis, comme on le fait dans les cas d'anomalies. On a identifié qu'on n'avait pas un problème grave, qu'il suffisait de renvoyer quelques commandes pour reconfigurer la radio de bord du TGO et pour qu'il nous renvoie la télémétrie. La manœuvre de séparation est finalement un succès. La sonde Schiaparelli est censée atterrir dans 3 jours. L'orbiteur TGO, quant à lui, entame sa phase de freinage pour se placer sur l'orbite voulue autour de Mars. Il y a des visionnaires qui ne veulent pas se contenter de missions non habitées sur Mars, de satellites et de robots mobiles. Mars One will establish human settlement on Mars in 2023. Mars One, une initiative privée néerlandaise, a sélectionné des volontaires à la colonisation de Mars et devrait bientôt les préparer à cette aventure. Le projet est très controversé, notamment parce que les modules d'habitation présentés dans la vidéo promotionnelle, faits de métal, ne suffiraient pas à protéger les colons du rayonnement cosmique. Plus discutable encore, aucun vol retour n'est prévu. Il se justifie en disant que l'homme a également colonisé l'Amérique en prenant un aller simple, sans rien savoir de la vie sur place. Mais ceux qui ont entrepris ce voyage à l'époque l'ont fait dans l'espoir d'une vie meilleure. Là, il faut dire sans détour que les candidats à la vie sur Mars ne gagneront pas au change. Les participants vivront reclus dans des modules et y mourront. Si le projet Mars One se concrétise, j'espère que nous n'assisterons pas à distance à la mort de volontaires victimes de maladies que l'on aurait pu soigner sur Terre. Ce serait tragique. Le héros de Seul sur Mars, Mark Watney, doit survivre 1 an et demi sur place. Or, le film fait abstraction de certaines difficultés bien réelles. Exemple, le module d'habitation du héros, sur le modèle d'une yourte, n'est pas non plus protégé des radiations cosmiques. Certaines technologies utilisées dans le film sont bien en cours de développement, mais encore loin d'être abouties. En route, l'homme pourrait donc faire un petit crochet par un autre corps céleste, bien plus proche et plus facile à atteindre depuis la Terre. Il ne faut que 3 jours pour s'y rendre. Et l'homme y a déjà posé le pied. Une équipe internationale doit retourner sur la Lune, qui reste peu explorée et mal connue. C'est une étape cruciale pour la coopération interagences, avec Mars en ligne de mire. Il nous faut un site d'essai, moins éloigné que Mars, mais assez distant pour représenter un défi, où nous pourrons tester nos technologies et nos plans d'opération. Les agences spatiales débattent encore de cette idée d'établir un village lunaire permanent et international. À l'ESA, des étudiants réfléchissent déjà aux technologies nécessaires, par exemple pour des structures habitables. And the other one is for communication. On pourrait déjà se croire sur la Lune grâce à ce jeune homme. Martial Costantini, élève ingénieur, a programmé la visite en 3D de l'intérieur d'un module d'habitation lunaire à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Donc cette base lunaire en 3D là, c'est une simulation, un prototype virtuel sur lequel on met l'astronaute au milieu et on regarde avec quelle efficacité est-ce qu'il peut travailler. Et en fonction des résultats de ce test, on regarde ce qu'on peut améliorer et on produit un nouveau prototype virtuel qui aura plus ou moins de meilleures capacités. Les logiciels qu'on a actuellement, qu'on utilise, ces logiciels-là sont très flexibles. On peut parfaitement s'adapter à un scénario pour Mars ou même pour encore autre chose. Ce prototype virtuel a été développé en quelques semaines seulement au centre des astronautes de l'ESA à Cologne. De jeunes talents y viennent de toute l'Europe pour imaginer de nouvelles technologies sous la direction de l'astronaute Samantha Cristoforetti. Nous nous projetons dans le futur et étudions des technologies totalement nouvelles et inédites. Avec nos élèves, nous explorons des voies encore inconnues pour voir ce qui en ressort.
Et même si ça ne donne rien, ce n'est pas grave. Les étudiants présentent régulièrement les avancées de leurs recherches. Cillian Murphy travaille à un système de protection contre les radiations. Le danger provient de la dose de rayons reçue par les astronautes ou les machines. C'est ce qui nous inquiète. Cette image montre l'intensité que peuvent avoir ces radiations. Le rayonnement solaire et les rayons cosmiques sont destructeurs et mortels. Le champ magnétique terrestre nous offre une protection naturelle, y compris contre les puissantes particules émises lors des éruptions solaires. Mais Mars et la Lune sont tous deux dépourvus de champ magnétique. Sans un habitat offrant une protection artificielle efficace, les astronautes mourraient rapidement d'un cancer. Puisqu'il est compliqué et coûteux d'emporter du matériel de protection sur la Lune ou dans l'espace, la priorité est de pouvoir tirer le meilleur parti des matériaux présents sur place. J'ai centré mes recherches sur l'utilisation de la poussière et des roches lunaires, et plus généralement de tout matériau disponible pour assurer notre protection. La poussière recouvrant la surface de la Lune s'appelle le régolithe, et différents scénarios prévoient de l'utiliser. Des robots pourraient le solidifier pour élever une épaisse paroi protectrice, comme dans cette étude conjointe entre le cabinet d'architectes de Norman Foster et l'ESA. Et ce n'est pas la seule possibilité. La lumière du soleil, capturée et concentrée, pourrait aussi suffire à transformer le régolithe en roche solide. Seule certitude, impossible d'emporter de grosses cargaisons sur Mars. Une technologie récente pourrait donc être d'une aide inestimable. J'ai imprimé cette petite chaîne en 3D pour vous montrer deux choses. Primo, elle est faite en plastique recyclable. Ainsi, si un astronaute a besoin d'un outil particulier, il peut l'imprimer en un seul exemplaire, l'utiliser, puis le recycler. Plus besoin d'emporter une tonne de matériel. Secondo, cette chaîne montre que l'on peut imprimer des pièces fonctionnelles en une seule fois et d'un seul tenant, ce qui n'est pas possible avec les méthodes d'usinage classiques. Autre moyen d'obtenir des pièces de haute qualité, l'impression à l'aide d'un rayon laser et de poudre de titane ou frittage, comme ici à l'Institut pour l'aérospatiale et l'aéronautique de Cologne. L'aérospatiale encourage l'innovation dans l'impression 3D. Cela bénéficie en outre aux industries automobiles et aéronautiques pour imprimer des éléments complexes. Les imprimantes 3D peuvent fabriquer des objets in situ, que ce soit dans un vaisseau spatial ou sur une autre planète. C'est un outil très puissant qui nous rend autonomes vis-à-vis de la Terre et nous permet d'aller plus loin dans la science et l'exploration spatiale. C'est une technologie cruciale. À elle seule, néanmoins, elle ne résoudra pas tous les problèmes rencontrés sur Mars ou sur la Lune, comme celui d'un approvisionnement suffisant en nourriture. À Cologne, les étudiants ont conçu une mini-serre à légumes où ils ont planté des graines de tomates dans du régolithe, la poussière de surface des planètes. Mark Watney, le héros du film, cultive des pommes de terre pour se nourrir pendant son long séjour sur Mars. Aménager une serre de culture sur place. Cette solution de secours, génialement inventée par le héros du film, les chercheurs l'envisagent aussi pour des missions habitées sur Mars. C'est d'ailleurs l'objet du projet scientifique CROP, qui signifie en anglais « culture » ou « récolte ». Il faudra encore quelques semaines avant de pouvoir récolter leurs fruits, mais ces plants de tomates poussent bien. En guise d'arrosage et d'engrais, les astronautes devront recycler leur urine. Après transformation par des bactéries spéciales, elle servira à nourrir les plantes et à faire du régolithe
un substrat fertile. Le régolithe nous apparaît comme une solution intéressante en tant que substrat pour faire germer des graines et les cultiver. Notre expérience s'apparente à celle de Mark Watney dans Seul sur Mars, mais nous sommes encore loin de son résultat. Nous n'en sommes qu'aux tout premiers essais. Il s'agit d'un circuit semi-fermé qui simule le type de milieu qu'on pourrait installer dans des modules d'habitation lunaire ou martiens pour y faire pousser des plantes. Les colons sur Mars cultiveront donc vraisemblablement leur propre nourriture. Mais il faudra encore des années avant de pouvoir récolter les fruits de cette technologie. Envoyer une mission habitée sur Mars est une vraie gageure. Le vol aller-retour prend 2 ans. Ce n'est pas une planète où nous pourrons nous rendre d'ici 10 ans. Il faudra bien plus de temps. Mais je suis convaincu que l'homme foulera le sol de Mars un jour. La mission ExoMars se poursuit. Dans quelques heures, l'atterrisseur Schiaparelli doit se poser à la surface de la planète et le satellite TGO se placer sur la bonne orbite. C'est un grand jour pour l'aérospatiale européenne et pour Michel Denis, le directeur des vols. Il a fait venir son père et ses 2 enfants pour l'occasion. Comme dans les grands moments importants de la vie, c'est bien d'être en famille. Ça donne chaud au cœur. Donc c'est quelque chose que je me suis promis. Parce que la dernière fois que je suis arrivé à Mars, qui était aussi la première, c'était à Noël et je ne pouvais pas être avec mes enfants. Donc aujourd'hui, mes enfants sont avec moi. Il doit être fier, non? Oui, il est très fier. Tu es fier? Oh oui, super. Super. Et optimiste. Optimiste. Bon, oui, on est optimiste, sinon on ne ferait pas ce travail. Voici le plan. Un bouclier thermique est censé freiner la sonde Schiaparelli lors de son entrée dans l'atmosphère martienne à 17 fois la vitesse du son. Elle aura encore une vitesse supersonique lorsque son parachute se déploiera. Une fois le bouclier et le parachute largués, des moteurs fusées prendront le relais pour ralentir la sonde. Enfin, une structure déformable doit amortir l'impact avec le sol martien, à condition que tout se passe comme prévu. Les télévisions du monde entier retransmettent l'événement, également diffusé en direct sur Internet par l'ESA. De quoi permettre à des millions de spectateurs d'assister à la descente de la sonde vers Mars. Je confirme qu'il y a quelques minutes, le radiotélescope de Pune a capté le signal de Schiaparelli et suit sa trajectoire comme on le voit à l'écran. L'atterrisseur est réveillé et se prépare à la phase finale d'arrivée sur Mars. Dans l'immédiat, c'est l'orbiteur TGO qui concentre l'attention. Il faut à tout prix qu'il s'insère sur la bonne orbite pour que la mission ExoMars puisse se poursuivre, puisqu'il doit servir de relais de télécommunication avec la Terre. La séquence de freinage a commencé 135 minutes plus tôt, de façon à ce que la gravité de Mars l'attire. Si la manœuvre échoue, toute la mission sera compromise. Il est maintenant hautement probable que nous ayons 2 satellites autour de Mars. C'est ce que nous espérions. Un deuxième succès de taille, plus de 10 ans après la sonde Mars Express. Être de retour sur Mars est un grand moment pour moi. J'en discutais avec un collègue de la NASA à qui je disais que nous étions maintenant voisins sur Mars.
Mais je vous propose d'attendre encore un peu et de voir ce qui va se passer avec notre atterrisseur expérimental. Conférence de presse du lendemain. Il manque à l'ESA 300 millions d'euros pour assurer la poursuite de la mission ExoMars. Moment mal choisi pour annoncer un échec. Pardonnez-moi d'insister sur ce point, mais quelle est la probabilité que l'atterrisseur soit intact? Nous ne savons pas. Je veux dire, Andrea a déjà dit que nous avions beaucoup de données et... Andrea? Il est très difficile de donner une estimation pour l'instant. Tout ce que vous voulez, c'est un chiffre? Moi, je vous dis que je suis satisfait. Je sais que nos ingénieurs font un travail fantastique, mais il faut aussi de la chance pour réussir. Malgré tout, à mes yeux, c'est un grand succès. Pensez-vous que les ministres qui devront valider le budget pour la prochaine phase en 2020 seront aussi enthousiastes? La mission ExoMars est-elle compromise? Je pense qu'ils verront d'eux-mêmes que la mission est un succès. Nous n'avons pas à les convaincre, mais à leur montrer nos résultats qui parlent d'eux-mêmes. Le même jour, l'ESA reçoit des photos du parachute, du bouclier thermique et du cratère de l'impact. Après l'atterrissage brutal de Schiaparelli, j'ai reçu un message de félicitations de la NASA, en toute sincérité, sans ironie. Ils vont en apprendre beaucoup. C'est une chance d'avoir récupéré autant de données télémétriques. Nous n'avons pas perdu le contact avec Schiaparelli avant qu'il n'accomplisse sa principale tâche, atteindre la surface de Mars. La liaison a été rompue lorsque l'impact a malheureusement détruit la sonde. Mais nous avons toutes les données jusque-là, et c'est le plus important. Des données qui aideront l'agence européenne à rectifier le tir pour la prochaine tentative en 2020. Il faudra alors que tout se déroule comme prévu, car l'atterrisseur déploiera la pièce maîtresse de la mission ExoMars, un rover dernier cri. Il reste à trouver plusieurs centaines de millions d'euros. Mais les pays contributeurs vont-ils jouer le jeu? Le sommet spatial à Lucerne. Tous les 2 ans, les ministres des Affaires spatiales des 22 pays membres de l'ESA se réunissent pour définir son budget total. L'enjeu est de taille. Le directeur de l'agence doit faire approuver le financement de tous les programmes et activités de l'ESA, mais aussi convaincre les ministres de débloquer les fonds manquants pour ExoMars. Sans argent, nous devrons mettre la clé sous la porte, c'est aussi simple que ça. Tout notre budget nous est alloué lors de ces conférences interministérielles. Nous devons prouver le bien fondé de nos projets. L'ESA demande 11 milliards d'euros pour les 2 prochaines années, dans le but de financer les projets en cours et à venir. Mais la mission ExoMars entraîne des coûts supplémentaires imprévus, supérieurs aux 300 millions annoncés jusque-là. C'est d'une rallonge de 400 millions d'euros qu'il est question depuis le crash de la sonde. Le directeur Jan Werner parviendra-t-il à convaincre les ministres de continuer à financer ExoMars? Une partie de la presse réclame son abandon, arguant que rechercher des traces de vie martienne est un gaspillage aux frais des contribuables. Un gâchis de plusieurs milliards d'euros sans réelle utilité. Quel intérêt de telles missions peuvent-elles avoir? Le sujet sera au cœur des débats du sommet. Est-ce qu'avoir une utilité consiste uniquement à fabriquer des produits qui seront vendus pour le double de leur prix? Ou est-ce aussi satisfaire cette curiosité qui nous anime, l'envie de comprendre comment est né notre univers,
Y a-t-il de la vie ailleurs? À quoi ressemblera le futur? N'est-ce pas aussi ce qui nous intéresse, même si cela implique une vision à long terme? Moi, j'en suis persuadé, et je pense que la science ne doit en aucun cas se soumettre au diktat d'une utilité à court terme. Les arguments utilisés par le directeur de l'ESA pour convaincre les ministres de financer ExoMars ne filtrent pas. Mais en définitive, il vote en faveur de la mission et de tous les projets en vue de la prochaine étape en 2020. Simulation d'un terrain martien pour le rover ExoMars. Ce prototype a déjà demandé plus de 10 ans de travail. L'un des défis posés par Mars est son éloignement, qui varie entre 57 millions et 400 millions de kilomètres. Même en voyageant à la vitesse de la lumière, il faut 20 minutes pour y arriver. Il est donc impensable de diriger correctement le rover à distance. L'idée, c'est de lui indiquer la destination à atteindre et le rover se chargera du reste. Il est totalement autonome, capable de percevoir le terrain qui l'entoure, de l'analyser, de déterminer où il peut passer en toute sécurité et donc de planifier son itinéraire. Le rover est un robot mobile qui doit explorer seul la surface de Mars. Celui-ci a été baptisé Brian et il lui faut encore l'autorisation de l'homme pour prendre son indépendance. On peut passer en mode automatique ? Oui, on peut. Vas-y. Observer, analyser, puis choisir la direction à prendre. Ce qui est un jeu d'enfant pour l'homme est un exercice d'une grande difficulté pour un robot. Voilà comment Brian perçoit le terrain qui l'entoure. Son programme détermine l'itinéraire à emprunter, car Brian a été conçu pour se déplacer en toute autonomie. Une machine quasi intelligente, douée de perception, mais qui préfigure de loin seulement le véritable rover envoyé sur Mars. Celui-ci n'est encore qu'un modèle informatique qu'il faut adapter aux conditions régnant sur Mars. Il fait très froid sur Mars, avec une grande amplitude de température entre le jour et la nuit. La dilatation thermique des matériaux qui composent le rover pose un vrai problème, sans compter les radiations solaires et les tempêtes de poussière ayant un effet très abrasif sur toute sa surface. Nous devons trouver une solution à tout cela. Si l'on veut que le successeur de Brian puisse déceler une éventuelle trace de vie sur Mars, il faut le rendre ultra résistant aux conditions difficiles qu'il va trouver sur place. Mais quelle forme de vie pourrait bien résister à de telles conditions? Peut-être des bactéries semblables à celles-ci, présentes dans les milieux les plus hostiles de notre planète, comme par exemple dans les profondeurs des mines de sel. Dans les mines de sel terrestres, par exemple, on peut trouver des archées halophiles. Ce sont des micro-organismes extrémophiles qui peuvent vivre activement même dans un milieu saturé en sel. Là où la concentration en sel serait trop forte pour la plupart des êtres vivants, ces bactéries s'en accommodent parfaitement. Emprisonnées dans la roche, elles peuvent patienter, intactes, pendant des millions d'années. Une fois en présence d'eau, ces microfossiles peuvent même renaître à la vie. Des chercheurs de l'Institut pour la médecine spatiale à Cologne ont soumis ces bactéries et plusieurs autres à un test éprouvant. Elles ont été enfermées dans un mélange gazeux simulant l'atmosphère martienne avec une présence prépondérante de dioxyde de carbone. Les échantillons ont ensuite été fixés pendant 1 an et demi à l'extérieur de l'ISS, exposant les bactéries au froid du vide intersidéral et aux radiations solaires. Des conditions aussi difficiles que sur Mars. À la fin de cette longue période, les échantillons sont revenus au laboratoire sur Terre.
Nous sommes un peu tendus, parce qu'il faut manipuler ces échantillons avec précaution sans se tromper. Il est très rare d'avoir la chance de mener une expérience sur l'ISS, donc nous ne voudrions surtout pas commettre une seule erreur. L'analyse prendra plusieurs mois, mais elle a déjà livré ses premiers résultats. Nous sommes surpris de constater que ces micro-organismes survivent très bien à différentes conditions, notamment le vide d'air et les radiations. Certains résistent si bien aux rayons solaires qu'ils pourraient survivre à la surface de Mars pendant plus de 60 000 ans, alors qu'un homme mourrait seulement en 14 jours. Ces bactéries ne résisteraient tout de même pas à plusieurs millions d'années d'exposition aux radiations solaires à la surface de Mars, mais peut-être plus en profondeur. À seulement quelques centimètres dans la roche, elles sont parfaitement protégées. Elles pourraient y vivre tranquillement, en attendant des conditions plus favorables. On peut imaginer qu'elles attendraient là pendant 250 millions d'années avant de revenir à la vie. Ce sont de telles bactéries que le rover ExoMars doit rechercher en 2020. Pour cela, il va forer le sol martien jusqu'à 2 mètres de profondeur pour en remonter des échantillons qui n'auront pas été exposés aux fortes radiations à la surface. Puis il procédera à leur analyse dans son laboratoire de poche. Nous avons atteint 600 degrés, 700 degrés. Ce petit bijou de technologie est en cours de test. Baptisé MoMA, c'est un instrument d'analyse moléculaire dont ce minuscule four fait aussi partie. Il doit chauffer la poussière martienne à plus de 900 degrés jusqu'à la vaporiser, elle et les éventuelles molécules organiques qu'elle contient. L'objectif est d'identifier certains acides ou molécules pouvant être à l'origine de la vie. Le site choisi pour l'exploration est un vaste bassin qui a abrité de l'eau autrefois. Même si elle est gelée, le sous-sol pourrait encore receler des traces de vie, datant d'anciens océans ou lacs, et que le robot européen espère découvrir. Ils veulent forer bien plus profond que nous l'avons fait avec nos rovers à la NASA. Pour l'instant, l'homme n'a fait qu'effleurer la surface sur 1 ou 2 cm de profondeur sans véritablement forer. L'instrument MoMA est un bon exemple des partenariats réguliers entre les agences spatiales. Il sera monté sur le rover européen, mais il est financé par la NASA. Les derniers tests de résistance sont en cours. Mars est une planète très froide. L'azote liquide nous permet d'obtenir des températures très basses, de façon à tester les instruments dans des conditions extrêmes ici, avant de les envoyer dans l'espace ou sur Mars. Mais tous ces efforts auront été vains si une seule erreur est commise. Nous ne voulons pas reproduire les erreurs de nos prédécesseurs. La plupart des missions présentaient des contaminations terrestres. Un problème de taille quand on recherche la vie. Exemple avec la sonde Viking en 1976. Les analyses ont montré des traces de vie, mais il était impossible d'affirmer avec certitude si elles étaient bien issues de Mars et non pas terrestres. Entre-temps, les scientifiques ont appris de ces erreurs. Dès le début, il a été prévu que les instruments livrés seraient stériles. Toute la conception et le montage sont donc faits avec des outils déjà stérilisés. Des contraintes strictes qui ne facilitent pas la tâche. Les éléments constituant le MoMA sont arrivés. Il reste à les assembler dans une atmosphère ultra saine. Selon le protocole mis en place pour l'assemblage, l'air ne doit pas contenir la moindre bactérie. Diana Margeritis est responsable de cette salle blanche à Turin et de sa propreté. Une pièce normale compte environ 100 000 bactéries par mètre cube. Dans la salle derrière ce sas, la tolérance n'est plus que de 50 germes par mètre cube. Les nettoyages réguliers permettent même de réduire ce chiffre à seulement 2 ou 3 bactéries par mètre cube. Cette salle blanche est contrôlée tous les jours.
Grâce à des lingettes, nous mesurons le nombre de spores sur les différentes surfaces, le sol, les tables, les murs. Il faut s'assurer que leur nombre se maintienne dans les limites autorisées. Les analyses quotidiennes garantissent le respect de ces normes d'hygiène ultra strictes. Si le nombre de bactéries dépassait le seuil autorisé, tous les instruments de la salle blanche devraient être démontés et stérilisés à nouveau. Une propreté absolue est particulièrement importante dans la salle où le MoMA sera assemblé, où la tolérance zéro prévaut pour les bactéries. Ces gants étanches valent à cette pièce le surnom de « boîte à gants ». L'atmosphère y est on ne peut plus propre. Cette boîte à gants est maintenue en surpression par rapport à l'extérieur et aux sas intermédiaires. La pression dans les sas est graduelle, ce qui évite toute contamination de la boîte à gants lors de l'ouverture de la première porte. Après les échecs des missions précédentes, rien n'est laissé au hasard. Aucun faux pas n'est permis si l'on veut que la prochaine étape de la mission ExoMars réponde enfin à cette question.